Centrafrique, la MINUSCA a affirmé mercredi avoir repris le contrôle de Bambari, ce après l'attaque de plusieurs institutions de la ville lundi et mardi, une attaque qui a fait 8 morts. Démission du gouvernement de Mamadi Youla, le Premier ministre guinéen a agi 2 mois après la promesse du président Alpha Condé de procéder à un grand remaniement ministériel. Au moins 4 personnes ont été tuées jeudi dans un attentat suicide contre une mosquée. C'était dans un camp de déplacés dans le nord-est du Nigeria où sévit le groupe djihadiste Boko Haram. Vendredi 18 mai, bonjour et bienvenue dans cette démission du gouvernement de Mamadi Youla. Le Premier ministre guinéen a ainsi agi 2 mois après la promesse du président Alpha Condé de procéder à un grand remaniement ministériel. Ceci suite à une série de grèves et de manifestations dont certaines meurtrières. Reportage. Jeudi, le Premier ministre Mamadi Youla a présenté sa démission et celle de tout le gouvernement. Le gouvernement sortant est chargé d'assumer la gestion des affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Tout remonte au 8 mars. Les premiers mois de 2018, des semaines de manifestations avaient été organisées par les syndicats d'enseignants pour réclamer des augmentations de salaire et par l'opposition pour contester le résultat des élections locales du 4 février. Le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le chef de l'État avait été hué par des centaines de femmes. C'est alors que Alpha Condé avait promis de se mettre à l'écoute de la majorité silencieuse et de procéder ensuite à un grand remaniement ministériel. Le but est de mettre des ministres qui sont à l'écoute de la population et qui s'occupent de leur programme. Le conflit dans l'enseignement a pris fin quelques jours plus tard, après un accord sur les salaires. Après l'intervention mardi des ambassadeurs, notamment des États-Unis et de l'Union européenne, qui ont proposé une médiation, l'opposition a annoncé mercredi une nouvelle suspension de ces manifestations, tout en confirmant son boycott du dialogue interguinéen sur le contentieux électoral. Les 2 mois de manifestation de l'après-scrutin, entachés de violence, avaient fait au moins 12 morts. Au moins 4 personnes ont été tuées jeudi dans un attentat suicide contre une mosquée. C'était dans un camp de déplacés dans le nord-est du Nigeria où sévit depuis peu le groupe djihadiste Boko Haram. Reportage. Tôt jeudi, un kamikaze a tué 4 personnes et en a blessé 15 autres en déclenchant ses explosifs au moment où les gens se rassemblaient pour prier. Il s'était fait passer pour un fidèle. Le drame s'est produit dans une mosquée aménagée dans un camp accueillant des personnes ayant fui les violences pour se réfugier à Dikwa, dans l'état de Borno. Dikwa abrite plus de 110 000 déplacés répartis dans plusieurs camps où ils survivent grâce à l'aide humanitaire. Cet attentat survient 2 jours après une autre attaque suicide qui a tué 5 miliciens à Kondouga, ville située à quelques dizaines de kilomètres de Dikwa. Boko Haram s'était emparé de Dikwa en août 2014, mais la ville a été reprise début 2015 avec l'aide de l'armée tchadienne, permettant aux habitants de revenir. Mais les attaques restent fréquentes et les djihadistes utilisent régulièrement des kamikazes, dont beaucoup de femmes et d'enfants, pour attaquer des postes de contrôle militaire, mais aussi des marchés, des mosquées et des écoles. Le 1er mai, au moins 86 personnes ont été tuées dans 2 attentats suicides visant une mosquée et un marché voisin dans la ville de Moubi, dans l'état voisin de l'Adamawa. En Centrafrique, la MINUSCA a affirmé mercredi avoir repris le contrôle de la ville de Bambari, ceci après l'attaque de plusieurs institutions de la ville lundi et mardi, une attaque qui a fait au moins 8 morts. La mission de l'ONU en Centrafrique a rapidement rétabli le contrôle de la ville après l'attaque. Le porte-parole de la mission onusienne a martelé que Bambari n'est pas tombé et que la mission n'allait pas laisser cette ville, symbole du retour de l'autorité de l'État, entre les mains des groupes armés. En effet, des hommes armés présumés affiliés au groupe armé Union pour la paix en Centrafrique ont attaqué lundi soir et mardi matin la gendarmerie de Bambari, le commissariat ainsi que la base de la MINUSCA dans la ville.
Des bases d'ONG et la paroisse catholique Saint-Jean ont été aussi attaquées. Et un véhicule pick-up de l'ONU a été volé par les hommes armés. 8 personnes ont perdu la vie durant les combats. À cheval entre plusieurs zones d'influence de groupes armés, Bambari jouissait jusqu'alors d'un calme relatif. Ces événements réveillent le spectre des violences de 2013 qui avaient fait des milliers de morts en Centrafrique. Le pays est de nouveau en proie à des tensions intercommunautaires après des violences dans sa capitale Bangui en avril. En Centrafrique, l'État ne contrôle qu'une maigre partie du territoire national. Les Burundais sont massivement sortis voter ce jeudi lors d'un référendum contrôlé de près par le régime sur une vaste révision constitutionnelle. À terme, cette révision vise à renforcer le pouvoir du président Pierre Nkurunziza et à lui permettre d'éventuellement de rester en fonction jusqu'en 2034. Retour sur la journée du vote à travers cet élément. Quelques 4,8 millions d'électeurs sont appelés à s'exprimer sur cette réforme qui consacre définitivement la dérive autocratique du pouvoir observée ces 3 dernières années. Le bulletin de vote ne comporte pas de questions. Seule apparaît la mention référendum constitutionnel de la République du Burundi de mai 2018 avec les cases oui et non à remplir. De longues files pouvaient être observées en différents endroits. Vêtu d'un survêtement et coiffé d'un chapeau de cow-boy, le président Pierre Nkurunziza a voté dès 6h45 sur sa colline natale de Boué, en compagnie de son épouse. Le geste que nous venons de poser ce matin, c'est un geste patriotique et qui prouve que tout Burundais a droit, mais aussi le devoir de contribuer à l'édification de son pays. Mais l'enthousiasme est cependant loin d'être spontané. Selon un cadre du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ses membres ont reçu pour consigne de se présenter très tôt au bureau de vote. Des témoins ont aussi affirmé que des Imbonerakure, la redoutée ligue de jeunesse du CNDD-FDD, qualifiée de milice par l'ONU, faisaient du porte-à-porte en plusieurs endroits pour menacer les gens, n'ayant pas encore d'encre sur les doigts pour prouver qu'ils avaient voté. Une situation qu'a confirmé le principal opposant au président Pierre Nkurunziza. Tout ce que je dois dire, c'est qu'à l'heure qu'il est, je déplore beaucoup d'irrégularités, où notamment il y a des gens qui ont été séquestrés depuis quelque peu, des gens qui ont même perdu leur vie, tabassés par les jeunes du parti au pouvoir, des gens qui ont été empêchés d'activité juste parce qu'ils ont participé à nos meetings, notamment à Magara, en commune de Bugarama, et ailleurs, des intimidations de toutes sortes, et même des gens qui vont au bureau de vote et qui forcent les gens à voter contre leur propre gré. Le projet de révision a été condamné par la communauté internationale, dont l'Union européenne, premier donateur de ce pays, l'un des plus pauvres au monde, les États-Unis et l'Union africaine. Mais ces critiques n'ont pas suffi à infléchir la position du régime burundais. Au Tchad, cela fait une semaine que les partis politiques n'arrivent pas à s'entendre sur la composition du cadre national de dialogue politique. Convoqués pour une première fois par le chef de l'État, ils ont demandé une semaine pour tenir des concertations, mais mardi encore, ils n'ont pas pu s'entendre sur l'essentiel. Compte rendu dans ce reportage. La deuxième rencontre de la classe politique pour mettre en place le cadre national du dialogue politique a tourné rapidement au chahut quand le chef de l'État a commencé la lecture de la liste des membres proposés par la majorité aux grandes dames des opposants qui ont vivement exprimé leur désaccord. Ensuite, une partie de l'opposition, celle qui n'a pas contesté la naissance de la 4e République, a critiqué le chef de l'opposition. En démocratie, tous les partis se valent. Un parti égale un parti, a retorqué Djividi Boukar, l'un des représentants. Le chef de file avec les autres, ils ont exclu les gens qui avaient pris part au forum. Même maintenant, le chef de file aura des difficultés. Finalement, le chef de l'État renvoie les partis politiques en leur proposant un procédé plus démocratique.
La démarche que je vous propose, c'est d'aller vous entendre et m'amener des listes consensuelles, a dit Idriss Déby Itno. C'est à cause de votre nombre, je pense, que vous n'arrivez pas à vous entendre, qu'il s'agisse de l'opposition ou de la majorité. Vous êtes des démocrates, il faut procéder par élection. Une démarche approuvée par le coordonnateur du Front de l'opposition nouvelle pour l'alternative et le changement FONAC, Mahamat Amat Al-Abo. Reste à voir dans une semaine si les politiques tchadiens se sont enfin entendus. En République démocratique du Congo, Ebola se fait menaçant. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a annoncé jeudi la découverte d'un premier cas d'Ebola en zone urbaine en République démocratique du Congo. Les cas jusque-là sont enregistrés beaucoup plus dans des zones rurales. Reportage. Un nouveau cas a été confirmé à Ouangata, l'une des 3 zones sanitaires de Bandaka, une ville de près de 1,2 million d'habitants de la province de l'Équateur, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, a indiqué dans un communiqué l'OMS qui fait part de son inquiétude. Vendredi dernier, le directeur du programme de gestion des situations d'urgence de l'OMS, Peter Salama, avait averti que si nous voyons une ville de cette taille infectée par Ebola, nous allons avoir une épidémie urbaine majeure. Le 8 mai, les autorités de la République démocratique du Congo ont déclaré une épidémie d'Ebola dans le nord-ouest, près du Congo-Brazzaville. L'OMS a comptabilisé au total 44 cas, 3 confirmés, 20 probables et 21 suspects. Jusqu'à présent, tous les cas confirmés d'Ebola avaient été signalés dans une zone rurale, très difficile d'accès, dans la région de Bikoro, située au nord-est de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. La découverte d'un premier cas confirmé d'Ebola en zone urbaine est un développement préoccupant, mais nous avons maintenant de meilleurs outils que jamais pour combattre Ebola, a déclaré le directeur général de l'OMS. L'OMS et nos partenaires prennent des mesures décisives pour arrêter la propagation du virus, a-t-il dit. L'OMS indique qu'elle est en train de déployer une trentaine d'experts pour mener des activités de surveillance à Mbandaka, en collaboration avec le ministère de la Santé et d'autres partenaires. La découverte de ce premier cas intervient alors qu'un lot de 5400 doses d'un vaccin expérimental contre Ebola en provenance de Genève a été réceptionné ce mercredi par les autorités. La fièvre hémorragique Ebola vient d'un virus qui se transmet par contact physique, par le biais de liquides corporels infectés. Le gibier de brousse est considéré comme un vecteur potentiel. Fin de plusieurs mois d'impasse dans les discussions sur le Nil bleu. Un ministre éthiopien a annoncé que l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sont d'accord pour créer un comité scientifique, lequel comité sera consacré au méga barrage que construit désormais l'Éthiopie sur le Nil bleu. Reportage. L'annonce a été faite jeudi. Il sera créé un comité scientifique dédié au méga barrage que construit l'Éthiopie sur le Nil bleu. C'est ce sur quoi l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie se sont mis d'accord. Cette annonce intervient après une réunion des ministres des Affaires étrangères et de l'irrigation, ainsi que des responsables du renseignement des 3 pays à Addis Abeba. De précédentes sessions de pourparlers s'étaient achevées sur un échec. Nous avons convenu que chaque pays prépare des priorités sectorielles et ramène ces priorités sectorielles à une plateforme unique afin que nous discutions et développions une stratégie commune dans le développement des infrastructures et des mécanismes de financement. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que les consultants reçoivent nos commentaires, nos demandes et nos points de clarification. Et basé sur cela, les consultants devront répondre à nos demandes et nos questions qui seront rédigées dans une lettre signée par les 3 pays vers le 18-19 juin. Nous avons proposé d'établir une équipe scientifique, par exemple des universités des 3 pays ou des experts scientifiques des pays indépendants pour examiner l'opération et le remplissage en utilisant l'optimisation de la modélisation et d'autres questions se concentrant uniquement sur l'opération et le remplissage. La construction du barrage continue. Ce n'est pas un débat. Les 3 pays le savent. Le comité scientifique sera composé d'experts indépendants provenant d'universités des 3 pays. Il se concentrera sur le fonctionnement du barrage et la vitesse de remplissage du réservoir.
Il doit achever ses travaux d'ici à 3 mois. Les représentants des 3 pays doivent se rencontrer tous les 6 mois pour évoquer des sujets régionaux comme le commerce et les infrastructures ainsi que le barrage. La prochaine session de pourparlers de haut niveau est prévue le 3 juillet au Caire. Cette édition est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reprend son cours dans quelques instants sur SICA. À très bonne journée à chacun, à tous. Au revoir.